avoir peur de perdre le contrôle sur ce tueur à gages, voulait l'éliminer. Donc, pour sauver sa propre vie, Aimé Simard a choisi de devenir délateur. Il a ainsi avoué, outre le meurtre de Jean-Marc Quessy, 2 autres meurtres commis et une double tentative de meurtre dans boulevard Lassalle à Québec il y a quelques mois. Et tout ça pour le compte, la plupart du temps, des Rockers, qui bien sûr sont une bande affiliée aux Hells Angels. Donc, outre ce tueur, Simard, il y a ceux qui lui passaient les commandes chez les Rockers qui ont été arrêtés, notamment Pierre Provencher, 48 ans, un Rockers, et d'autres associés, dont de petits revendeurs de drogue, qui avaient avantage à ce que Simard fasse le sale boulot à leur place afin de permettre de nettoyer le quartier et que les Rockers puissent prendre le contrôle de Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, bref, tout le sud-ouest de Montréal au niveau de la revente de stupéfiants. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va revenir à la santé, j'ai l'impression, Pierre, parce que vous voulez nous parler des médecins qui n'auront peut-être pas à faire ces concessions de l'ordre de 6 de leurs conditions, mais il va falloir quand même qu'ils fassent des concessions. Ah oui, ils font des concessions d'un tout autre ordre. Pour eux, ils vont notamment prescrire des médicaments moins chers. Par ailleurs, le programme de départ à la retraite est renouvelé. On estime qu'ils sont 400 qui vont devoir partir avec une prime égale à 2 ans de salaire. La Fédération des médecins spécialistes estime que c'est une entente qui est pour elle moyennement satisfaisante et elle aurait voulu davantage. Et il y a toutes les... On aurait bien sûr aimé avoir des augmentations, car on sait que nous, au Québec, nous avons le plus faible tarif de tout le Canada. Alors, notre rémunération, on a un écart jusqu'à 30 % avec les médecins ontariens. Alors, évidemment, ça nous préoccupe et on aurait souhaité d'amenuiser cet écart-là. Alors, ça, c'est un degré de satisfaction relatif. Mais par ailleurs, se sortir de la loi, c'était impérieux, prioritaire, car moins 6, là, ça aurait été catastrophique. Oui. Maintenant, on va parler de télé. Semble-t-il que toutes les émissions à la télé seront dorénavant codées pour protéger finalement les téléspectateurs. Vous vous rappelez de la campagne qui avait été menée par Valérie Larivière, vous vous en souvenez, c'était Virginie Larivière, c'était en 1993. Bon, ça avait amené la création d'un groupe d'action contre la violence à la télévision et on a pondu finalement un code qui permet aux téléspectateurs de prévenir, et en tout cas d'être prévenus des émissions. Et par exemple, on peut voir que déjà ça existait pour certains films. Il y a des codes qui passent, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde, pour toute la famille. Des codes qu'on peut voir lorsqu'il y a film, quand il y a de la violence, par exemple, 13 ans et plus, violence ou nudité pour les 16 ans et plus, ce sont des codes qu'on peut lire très facilement dans un film. Mais voilà que ces codes-là, on pourra les retrouver dans d'autres émissions. Et avec nous, maintenant, le directeur des affaires réglementaires à TVA, Pierre-Louis Smith. Monsieur Smith, bonjour. Bonjour. C'est le CRTC qui vous l'impose, là, maintenant. Ils n'auraient plus le choix de le faire. Exact. À partir de l'automne prochain, il y a un système de classification qui rentre en vigueur au Canada anglais. Et au Québec, pour les diffuseurs francophones et pour le public francophone, c'est les codes de la Régie du cinéma qui sont appliqués. Alors, nous, on connaît déjà cette application-là dans les films. Ça va être étendu à d'autres types d'émissions, notamment les dramatiques, les émissions pour enfants et les émissions qu'on appelle les reality shows. Et ça exclut, par exemple, les bulletins d'information et les émissions sportives. Donc, c'est pas tout à fait exact de dire que c'est toutes les émissions qui sont ouvertes, mais des émissions importantes, les dramatiques, les émissions pour enfants, des choses comme ça. Bon, il y a des gens qui souhaitaient la carte à puce, qu'on élimine finalement, que l'émission tombe en noir lorsqu'une émission violente pourrait passer à l'écran, par exemple. Il y a certains qui prétendent même que le CRTC a reculé devant la pression des médias. C'est le cas? Non, c'est pas du tout le cas, mais il faut bien comprendre que le CRTC, ce qu'il indique dans sa politique, c'est que ça va venir ultérieurement. On a conduit des tests à plusieurs reprises, et notamment au printemps dernier, sur la puce anti-violence, qui démontre qu'il y a encore des problèmes technologiques. Et surtout, c'est qu'on est tributaire de ce qui se passe aux États-Unis, alors que les États-Unis doivent adopter un standard en matière de la puce anti-violence. Et pour avoir le standard, il faut qu'ils aient un système de classification. Or, ils ne sont pas rendus là encore et on est tributaire, donc on doit attendre les développements du côté de la scène américaine. Quand vous dites attendre, c'est question de mois, d'années? C'est certainement question de mois, mais il faut bien voir que les Américains avaient établi, d'après la loi américaine, un échéancier précis, mais cet échéancier-là n'est pas respecté à l'heure actuelle. Alors,
c'est assez difficile à l'heure actuelle de déterminer à quel moment ça pourrait entrer en vigueur. Alors nous, dès le mois de septembre, il y aura donc cette codification qu'on a vue tantôt à l'écran pour toutes les émissions, sauf les émissions d'affaires publiques et d'information. Exact. Et les diffuseurs s'entendent ici au Québec, et ça c'est important de le mentionner, pour adopter une codification uniforme sur tous les réseaux et avoir une campagne d'information auprès du public de façon à ce que les gens puissent reconnaître facilement la signalisation. Alors, on va être prêts. OK, merci. Au revoir. Ouais, c'est intéressant. Puis il y a des mesures donc qui entrent en vigueur, qui sont appelées à entrer en vigueur. Puis il y en a d'autres, Pierre, qui sont appelées à disparaître. C'est cette imposition là, du cours de conduite obligatoire. Ça ne sera plus obligatoire, justement, à compter du 30 juin. Compter du 30 juin pour les nouveaux automobilistes comme pour les motocyclistes, ils ne seront plus obligatoires. La Société de l'assurance automobile du Québec prétend que les cours de conduite n'ont aucun impact sur le bilan routier. Mais la Comero, qui est la coalition pour le maintien de l'éducation routière, va, elle, tenter de faire invalider cette loi, la loi 12. On va retrouver Lucie Paquin. Lucie est au palais de justice, où il y a déjà des procédures qui ont commencé ce matin là-dessus. Exactement. La coalition, en entamant des procédures ce matin, veut en quelque sorte casser la loi, cette loi qui dit qu'au 30 juin, les cours de conduite ne seront plus obligatoires. On veut donc démontrer devant les tribunaux que certains articles de cette loi sont en quelque sorte inopérants, inapplicables, discriminatoires même, parce qu'il y a certains articles de la loi qui ne concernent que les jeunes. Alors c'est un débat très théorique, très technique, des questions qui vont être débattues dans tout ce processus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, l'objectif que poursuit la commission, la coalition, si elle gagne, bien sûr, c'est de faire en sorte que la loi ne soit plus applicable dans les faits, ce qui forcerait le gouvernement à refaire tout le processus, reprendre le débat sur la sécurité routière. À ce moment-là, la coalition pourrait se faire entendre et peut-être en arriver à convaincre les autorités que les cours de conduite doivent rester obligatoires parce que, selon la coalition, il n'y a aucune raison, compte tenu du bilan routier actuel, pour que les cours ne deviennent plus obligatoires. On écoute M. Provost, un porte-parole de la coalition. Oui. Que c'est totalement injustifié, inacceptable. Écoutez, on a au Québec le meilleur système. Les statistiques le démontrent. L'amélioration du bilan routier fait en sorte qu'on a énormément de gains sociaux. On a diminué le nombre de morts, le nombre d'accidents, le nombre de blessés d'une façon incroyable. On a diminué ça de moitié depuis 20 ans, puis le nombre de conducteurs et de voitures, lui, a doublé. D'un autre point de vue aussi, il ne faut pas nier qu'il y a des intérêts financiers derrière tout ça. Beaucoup d'intérêts, beaucoup d'argent, parce que la coalition regroupe 500 personnes, entreprises, des professeurs, des écoles de conduite. Alors, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est un secteur d'activité qui a pris beaucoup d'expansion depuis que les cours sont obligatoires au début des années 80 et personne ne s'en cache au sein de la coalition. On écoute en terminant une dernière fois M. Provost. On arrive avec un système qui fonctionne bien, qui n'est peut-être pas parfait, là, mais qui fonctionne bien. C'est greffé des entreprises autour de ça, des emplois, des carrières. Puis là, on fait exploser ça. Nous, on n'accepte pas ça. Surtout que le nouveau système met en péril aussi la sécurité routière. Bon, ben voilà, merci. Ça se poursuit au cours de l'été, tous ces débats. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, vous le disiez avec Lucie, beaucoup d'argent, mais il y a des profits records cette fois-ci pour la Société des alcools du Québec et également, je pense, pour l'Auto-Québec. Pour l'Auto-Québec. Qui dit que la situation économique est difficile? En tout cas, c'est pas eux qui s'en plaignent, pour l'instant tout le moins, parce que même si on y va tout de suite, vous allez voir que les ventes d'alcool, la SAQ, 1,3 milliard pour l'exercice financier qui a pris fin le 31 mars dernier, une progression de 92 millions de dollars. Comment c'est important? Regardez pour le gouvernement du Québec ce que ça représente, une entrée d'argent de 543 900 000 $. Ça, c'est une augmentation de 33 millions sur l'année passée. Et du côté d'Ottawa, c'est 182 800 000 $. C'est une hausse de 5,8 millions comparativement à l'an passé. Donc, c'est pas eux qui vont s'en plaindre. Voulez-vous savoir ce qu'on paye en taxes et de toutes sortes de droits sur une bouteille de vin, par exemple? Il y a une bouteille que vous allez payer 13,75 $ de vin. Prenons ça comme exemple. Oui. Il y a 4,70 $ qui va au fournisseur et 9,05 $ en taxes. C'est important. Sur une bouteille de spiritueux, vous allez payer autour de 20 $, 3,62 $ au fournisseur, 16,33 $ en taxes. Comprenez pourquoi les gens du monde des spiritueux disaient, écoutez, il faut abaisser les taxes parce que comme on l'a fait sur les cigarettes, il fait en sorte que tout ce qui arrive, c'est de l'alcool de contrebande qui arrive bien souvent sur les tablettes, pas sur les tablettes, mais dans les restaurants et dans certains autres endroits. Du côté de toute façon, on regarde ça, 9 $ sur 14 personnes. Incroyable. Du côté de l'Auto-Québec, vous voulez voir les chiffres aussi? On va aller regarder ça tout de suite. Des revenus consolidés pour l'Auto-Québec de 2,6 milliards, une progression de 16 % l'an passé. C'est pour la même période
période, hein, c'était jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, on a versé à Québec 982 millions parce que c'est le seul actionnaire de l'Auto-Québec. Donc, 21 d'augmentation là aussi. Et les gagnants des loteries, parce que là, je vous ai essayé de vous diviser ça un peu, parce que les loteries, c'est l'Auto-Québec, évidemment, et les casinos. Il faut séparer les deux. Mais quand vous avez misé dans les loteries, il y a 781 millions qui a été retourné aux gagnants. Vous allez me dire qu'on en a donné plus au gouvernement? Pas tout à fait, parce qu'il y en a souvent dans les casinos, et ça, c'est difficile de comptabiliser. Vous gagnez à une table, vous perdez à l'autre, vous regagnez à une troisième table. Alors, c'est pas facile de dire combien c'est gagné dans les non, moi, c'est drôle, je rencontre juste des gens qui gagnent. Je ne sais pas si c'est pareil, vous aussi. Il me semble qu'ils perdent jamais ce monde-là. Mais savez-vous que sur une table, il paraît que sur une table de blackjack, on m'a expliqué ça ce matin à l'Auto-Québec, entre 89 et 95 des gens gagnent. Gagnent? Oui, mais ils perdent ailleurs. C'est ça, je pense que je les crois pas tous. En fait, c'est des histoires de pêche un peu. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir, bon après-midi. Bon midi, mesdames, messieurs. La Cité de l'énergie est officiellement née. Le premier ministre fédéral, Jean Chrétien, et le vice-premier ministre du Québec, Bernard Landry, ont procédé hier après-midi à son inauguration devant 1 millier de personnes. Il s'agit d'un parc thématique de 27 millions de dollars sur l'histoire de l'industrie et de l'électricité. La Cité de l'énergie a été réalisée grâce à la contribution de 5 partenaires, dont Hydro-Québec. Ces concepteurs ont précisé hier que le projet a été réalisé dans les délais prévus et dans les budgets prévus. Messieurs Chrétien et Landry se sont mis d'accord pour dire que cette réalisation marquait un renouveau plutôt pour l'économie de la région. La réalisation de la Cité de l'énergie a demandé un déploiement colossal d'énergie et surtout de ténacité. Le projet a cheminé sur près de 20 ans avant de pouvoir enfin voir le jour. Maintenant que c'est chose faite, les commerçants de Shawinigan comptent bien en tirer eux aussi profit. L'idée de créer un centre d'interprétation de l'industrie à Shawinigan date de la fin des années 70. En voulant sauvegarder son patrimoine, Hydro-Québec a donné l'impulsion au projet qui a été repris par le milieu. Il a été présenté à tous les sommets économiques des années 80 avec plus ou moins de succès. Entre-temps, la corporation produit des études, des dizaines d'études. En fait, il y en a eu pour des millions de dollars. Tout cela payé par Hydro-Québec. Et puis enfin, à l'automne 1992, est venue la confirmation que les gouvernements supporteraient financièrement le projet. La ténacité des promoteurs est finalement récompensée. Même s'ils ne l'avoueront pas, il y a eu des sceptiques à Shawinigan face à ce projet. Mais sa réalisation a pris tellement de temps qu'on ne sait plus qui ils étaient et pourquoi ils avaient des doutes. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, aujourd'hui, ils se félicitent tous d'y avoir cru. Plusieurs y voient même l'impulsion nécessaire qu'il fallait pour relancer l'économie de Shawinigan. On y croit tellement que les commerçants ont commencé à garnir leurs vitrines du nouveau symbole de Shawinigan. Ça va relancer le centre-ville. Certainement que ça va relancer le centre-ville parce qu'on attend, cette année, il attend 550 autobus. Qui, lui, le confie à un autre sous-traitant et de fil en aiguille comme ça en cascade, on se donne des contrats en sous-traitance et on s'émet des factures, on se paie. Mais les contrats sont fabriqués pour la plupart du temps avec des travailleurs au noir. Donc, on élude l'impôt, on élude la TPS, mais au sommet, on réclame les remboursements auprès du gouvernement du Québec de TPS et de TVQ. Et c'est pour une masse, tenez-vous bien, économique de 168 millions de dollars, dont on a retrouvé trace dans divers comptes bancaires qu'on a, en fin de compte, qu'on a pris connaissance de cette fraude-là, ce qui fait que le fisc se trouve privé de quelques dizaines de millions de dollars de taxes ou encore d'argent qu'il a payé pour des taxes qui n'avaient pas été remboursées. Et pour se prémunir contre toute perte supplémentaire éventuelle, le gouvernement du Québec a décidé tout simplement de saisir après-midi de l'argent et également des biens précieux, comme nous l'indique le directeur des enquêtes au ministère du Revenu. On a protégé la créance du ministère à un endroit où on a saisi également des argents et des lingots d'or pour protéger les montants qui étaient dus au ministère. Oui. En nombre, en quantité on parle de montants qui vaut dans les 6 chiffres, effectivement. Alexandre, je vous pose 2 questions assez rapidement. D'abord, est-ce que ça fait longtemps que ça durait? Et puis, on a dit aussi que ce réseau était contrôlé en partie par la mafia asiatique. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça durait depuis déjà quelques années, vraisemblablement en 1993. Et tout l'argent qui avait été généré, dis-je, en profit et en bénéfices illicites dans les compagnies qui ont été visitées, était celui-là recyclé auprès de bureaux de change, certains bureaux de change, et l'argent a pris la route de Hong Kong
Mais là, c'est une preuve qui sera excessivement difficile à faire sur le plan international. Ce qui expliquait d'ailleurs qu'avec ce secteur de la mafia asiatique qui finançait les sous-contractants, que c'est la police de la CUM, la squad anti-gang, qui a pu contribuer à aider le ministère du Revenu à intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Au revoir. C'est pas vraiment un secret. Les jeunes peuvent acheter de la bière facilement, même si c'est illégal de leur en vendre. Une étude de la Direction de la santé publique de la Montérégie vient de le confirmer. La moitié des points de vente de la région vendent de la bière aux moins de 18 ans. Pour Clémence et Mylène, 16 ans, acheter de la bière, c'est un jeu d'enfant. Merci beaucoup. Au revoir. Pas de question, comme si de rien n'était, même si c'est illégal de leur en vendre. C'est très facile. Pour elle, ce n'est pas illégal d'en acheter, donc aucun risque. Est-ce qu'il y a des petits trucs? Non. Je sais pas, t'arrives, tu mets ta bière, tu demandes c'est combien, puis tu te dis s'ils veulent te laisser ou pas. Ben, des fois, s'ils demandent avez-vous vos cartes ou avez-vous 18 ans, ben, tu sais, j'ai 18 ans, mais j'ai pas de carte sur moi, puis bon, OK, c'est correct. La prochaine fois, t'apporteras tes cartes, mais on va te le laisser. 16 jeunes ont fait comme elle dans 500 points de vente de la Montérégie, dépanneurs, épiceries et succursales de la SAQ. Et dans 54% des cas, c'est plus de la moitié, ils pouvaient acheter de l'alcool. Pour certains, ça peut avoir l'air banal, mais on sait que c'est relié à 30% des cas de violence, que c'est relié à des relations sexuelles non protégées, que c'est relié à des traumatismes routiers. C'est l'effet de la bière qui est le plus en vogue chez les adolescents. Ils en boivent plus qu'avant et ils sont de plus en plus jeunes à l'essayer. D'ici l'automne, les propriétaires de dépanneurs seront sensibilisés, en attendant la venue des policiers. Par la suite, effectivement, si l'enquête subséquente à cette campagne-là durant cet été là, ne donne pas les résultats escomptés, effectivement, peut-être que la police pourrait mettre un frein à cette vente-là. Peut-être qu'un jour, les adolescents comme Clémence et Mylène auront plus de difficultés à s'en procurer. Guy Rosa, Radio-Canada, Longueuil. Il l'a fait, André Bronsard a nettoyé cette partie de terrain. En fait, on se rappelle, il y a 2 ou 3 semaines, la municipalité lui avait fait même parvenir une mise en demeure pour qu'il nettoie sa propriété. Il se demande cependant, par ailleurs, pourquoi la municipalité n'oblige pas son voisin à faire la même chose avec sa grange. Pierre Delavoye explique. La semaine dernière, nous vous avons montré la propriété d'André Bronsard durant des lahais à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Plusieurs articles de toutes sortes étaient éparpillés sur son terrain. La municipalité venait d'ailleurs de lui faire parvenir une mise en demeure l'enjoignant de nettoyer son terrain. Aussitôt que le cadre municipal nous le permet, on va envoyer quelqu'un nettoyer, puis il va avoir la facture avec ses taxes, c'est sûr. Même si ce n'est pas parfait, nous avons constaté aujourd'hui que M. Bronsard avait nettoyé une bonne partie de son terrain. Hier, j'ai ramassé pas mal. Là, comme tu vois, matin, j'ai parti avec mon camion, là, puis ma remorque à l'arrière. J'ai été mené un voyage, puis, vois-tu, là, présentement, côté métal, j'ai plus rien ici. Okay. Il me reste plus rien. La seule chose que j'ai, c'est une remorque à l'autre bout là-bas, que je vais aller mener au site d'enfouissement demain matin. Par contre, M. Bronsard se demande pourquoi la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan n'oblige pas son voisin à démolir sa grange qui semble en bien mauvais état, même sur le point de s'écrouler. Il dit qu'à plusieurs reprises, il s'est plaint à la municipalité et se demande pourquoi 2 poids, 2 mesures. J'ai 2 petites filles, mais j'espère bien que la municipalité devrait bouger dans le dossier parce que c'est une chose qui est très dangereuse. Puis je souhaite canceller mes assurances à plusieurs reprises par rapport à ça parce que le monde pense que c'est à moi, mais c'est pas à moi. Entre-temps, M. Bronsard semble plein de bonnes intentions. On va essayer de s'arranger toujours pour avoir les citoyens de notre bord si la municipalité n'est pas de notre bord. Pierre Delavoye à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Voilà, Chemprox Chimie de Bécancour a inauguré aujourd'hui ses nouvelles installations. L'entreprise a investi 48 millions de dollars afin de doubler sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène, ce qui en fait la plus importante usine du genre au monde. Cet investissement a créé une douzaine d'emplois nouveaux, tout en assurant le maintien des 42 postes existants. Le président de Chemprox, Alain Chauvet, explique ce qui leur a permis une telle initiative. On l'écoute. Nord-américain. Et le site a été choisi parce que, au final, c'est une usine qui allait être la plus compétitive au niveau mondial. Et c'est très important d'avoir d'un niveau de compétition extrêmement élevé au niveau nord-américain, puisqu'on a des compétiteurs qui sont des puissants chimistes également. La plupart de nos clients canadiens se trouvent dans l'Est, mais avec quelques clients également dans l'Ouest. Ce sont des clients au Canada qui sont des clients papetiers. Et on a donc profité des changements de technologie au niveau du blanchiment des pâtes à papier
qui a favorisé, disons, des oxydants propres comme le peroxyde d'hydrogène. La reconstruction du manufacturier de matelas Sealy de Saint-Narcisse est débutée depuis le début juin. L'entreprise a dû déménager, vous vous en souvenez sans doute, sa production l'hiver dernier, lorsque le toit de son usine s'est écroulé sous le poids de la neige et de la glace. Les travaux de 800 000 $ seront complétés à la mi-juillet. La superficie de l'usine sera alors de 26 000 pieds carrés. L'entreprise emploie 45 personnes. Il y a eu début d'incendie ce matin aux ateliers Silex de la rue Néré-Duplessis à Trois-Rivières. Rapidement, on est parvenu à limiter les dégâts. Les flammes ont été provoquées accidentellement et ont pris naissance dans le plancher. La coopérative funéraire Jean Carbonneau de Shawinigan-Sud a reçu 2 des 6 trophées lors du dernier gala Méritas de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. La résidence s'est distinguée dans les catégories développement économique et coopérative de l'année. Jusqu'à samedi, Trois-Rivières est l'hôte du 31e congrès annuel de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Ce congrès se déroule à l'hôtel Delta sous le thème « Le développement technologique du mythe à la réalité ». C'est donc l'occasion pour les médecins de se mettre au fait des nouvelles techniques et des nouveaux traitements. Le directeur général de la Cité de l'Énergie, Robert Trudel, pourrait bien être nommé personnalité de la semaine par le journal La Presse. Depuis plus de 10 ans, il travaille sans relâche à la réalisation de cet important projet. La décision sera prise dans les prochains jours. À 21 ans, la violoniste Caroline Béchard prendra la route de l'État de New York. Cette étudiante du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, qui fait partie de l'OSTR depuis 2 ans, a été sélectionnée parmi des centaines de candidats provenant des 4 coins du monde pour ce camp musical. La veille de son départ, François Saint-Onge l'a rencontrée. Mais vraiment, la prise de décision s'est vraiment faite au cégep. J'étudie en psychologie, puis mon prof, lui, était tout à fait contre ça que j'étudie en psychologie. Puis tu devrais lâcher la psychologie, t'en aller juste en musique, puis tout ça, parce que je pouvais pas pratiquer autant que j'aurais voulu le faire. Je suis quand même relativement contente de ce que je suis capable de donner. Qu'est-ce que tu aimes dans le violon? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Oh mon Dieu, c'est une grande question, ça. Une espèce de jouissance intellectuelle de savoir que quand tu l'as vraiment en concert, là, quand tu joues puis que tu passes à travers la passe, c'est la satisfaction personnelle que ça donne. T'as des petits extraits que tu nous as joués de... Bonsoir tout le monde, je suis bien contente de vous rencontrer à nouveau ce soir parce que dans 24 heures, l'équipe de la grande tournée sera très nerveuse. En fait, ce sera la première de l'émission qui visite la région. Vous vous souvenez, l'an dernier, on avait fait tout un tabac avec cette émission-là pour la simple et bonne raison qu'on vous a fait découvrir notre région, qu'on vous a montré sa beauté et ses richesses. Alors, on revient, c'est la grande tournée prise 2 qui se promène tant de la rive nord à la rive sud et qui vous fait découvrir les attraits touristiques de chez nous. Alors, évidemment, la grande tournée, ça ne se fait pas seul, il y a toute une équipe autour de moi et cette année, il y a un nouveau collaborateur qui va se joindre à la grande tournée. Il s'agit d'un journaliste que vous connaissez très bien, Richard Lheureux, notre sportif national. Il aime tout ce qui bouge et on a décidé de le faire bouger aussi dans l'émission. Alors demain, vous verrez ça à 18h30. Et puis, bien, personne ne... de la flotte française qui mouillait au quai Mardouin.